Une main venue du fond des âges, une main fine, douce, sûrement la main d'une femme. Un cliché incroyable qui nous vient d'Indonésie. Regardez-le bien, il est absolument magnifique et il a de quoi nous faire rêver. Et je voulais qu'aujourd'hui, il soit l'introduction, et que cette main soit l'introduction du meilleur est à venir, numéro 41, épisode 41, qui va débuter dans quelques instants. Merci et bonjour à tous ceux qui regardent et toutes celles qui regardent le replay. Merci de consacrer les prochaines 20 minutes de votre temps à regarder un cocktail de bonnes nouvelles, j'espère, d'histoires qui peuvent vous inspirer et vous pousser à aller plus loin et vous sentir mieux dans votre peau, si cela n'est pas déjà fait. Regardez-la bien, cette main. Moi, elle me fascine, c'est mon moment suspendu d'aujourd'hui. Eh oui, la voilà. Salut. Là, c'est ma main, il n'y a rien de spécial. Mais cette main est absolument fascinante, hein. Vraiment, je voulais faire l'intro, là, je l'ai découverte aujourd'hui sur Le Monde. J'ai été la prendre, elle est fascinante. Pourquoi elle est fascinante? Parce que cette main a 40 000 ans. C'est une main qui a été faite au pochoir il y a 40 000 ans. Eh oui, 40 000 ans, c'est incroyable. C'est la main d'un de nos ancêtres. Et moi, comme je vous le disais en introduction, j'ai bien l'impression que c'est une main de femme. Elle est très fine, élégante. Regardez cette main. C'est la main de l'homme, c'est la main de l'humanité. C'est la main qui nous a permis, pour le meilleur ou pour le pire, de dominer la planète. Sans cette main et ses doigts comme ça opposés, on n'aurait peut-être pas pu faire, sûrement pas pu faire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors c'est pour ça, cette main elle se trouve à Célèbes, c'est une île qui se trouve en Indonésie. Elle a été découverte par des chercheurs, hein, etc. Elle a été analysée. On a pu analyser, elle date de 40 000 ans. Elle a 40 000 ans. Elle est même, c'est la plus vieille main. Elle est plus vieille que celle qui est en France d'ailleurs, ou en Espagne, dans les grottes fameuses. C'est pas la plus ancienne représentation, mais c'est la plus vieille main au pochoir. Au pochoir, vous vous rendez compte? Au pochoir à l'époque, il faisait comme ça, il mettait la main et il soufflait dessus. Et ben voilà le résultat. 40 000 ans plus tard, épisode 41, le meilleur est à venir et vous pouvez la découvrir. Alors, ça va bien ce soir, en pleine forme? J'espère que oui, c'est parti pour une nouvelle semaine. Une courte semaine en quelque sorte, hein, parce que vendredi, j'ai appris que c'était férié. Eh oui, bon, je vous serre pas la main, c'est tout quoi. Allez, c'est parti. Ça, c'était mon moment suspendu, hein. Celles qui l'ont raté, vraiment, regardez le replay parce que l'histoire de cette main vaut vraiment le coup. Elle est assez incroyable et fascinante. J'espère que vous allez bien. J'ai salué personne pour l'instant. Je vais vite faire un petit tour en arrière parce que j'étais concentré sur mon introduction. Salut Tom, Morgane, Yona, Mercedes, Gwen, Gwen. Et également Sophie, bonsoir tout le monde, Manon aussi est là, ça me fait plaisir. Alors, les moments suspendus, il y en a de jolis. Vous savez, maintenant vous m'envoyez vos photos, vous êtes super sympa, et j'en repère certaines aussi qui sont magnifiques, et que j'hésite pas à partager. Regardez celle-là. Elle est belle celle-là. C'est un cliché réalisé par Cyril, quelque part en Suisse, avec cette élégante dame qui lance des feuilles d'automne en l'air. Elle est belle, hein? Elle est vraiment belle, elle m'a marqué et Cyril m'a gentiment autorisé à la montrer ici, hein, parce que bon, il aurait pu dire non. Et je lui en suis très reconnaissant parce qu'il y a quelque chose de peaceful, de plein de paix dans cette image, un peu comme la main qu'on a vue juste à main que je vous ai montré. Il y a aussi là où c'est une histoire de main, vous voyez, avec ses feuilles, c'est le temps qui passe, le cycle des saisons, etc. Hein, vraiment joli, hein, c'est vraiment à regarder. Voilà, c'était la première. Merci beaucoup Cyril pour ce cliché magnifique. Et puis une classique qui vient souvent. Salut Valérie, salut Maribo, vous allez bien? Je regarde, ouais, voilà. Une autre main encore à vous montrer, enfin pas des mains, non, hein, d'autres clichés avec quelqu'un qu'on voit souvent. Et là, vous allez la reconnaître sans doute. Il y en a 4 des clichés. Je vais essayer de vous les montrer. Je vous les mettrai hein, sur la page Le meilleur est à venir. Regardez, ces 4 clichés, 4 matins, 4 levées du soleil pris du même endroit. C'est Sandra, hein, vous savez, elle nous partage souvent ses levées de soleil pris depuis sa campagne angevine. Et ils sont magnifiques. Ils sont tous différents. Et ce qui est génial dans ce cliché, c'est les clichés d'abord.
Vous les avez vus, hein, je crois que j'avais pris celui-là déjà en moment suspendu. Mais ce qui est génial, c'est ce que Sandra a dit en commentaire. Et c'était, j'ai trouvé ça très beau. Je n'ai pas noté exactement ce qu'elle avait dit, mais elle avait dit quelque chose comme ça. Je reprends avec mes propres mots. Regardez, 4 matins, 4 paysages différents, 4 couleurs différentes. Il y a de quoi être optimiste, puisque ça veut dire que les lendemains nuageux, on risque d'avoir du soleil. Ça change chaque jour. On repart chaque jour. Quelque chose comme ça, elle le dit beaucoup mieux parce elle a une plus belle plume que moi, mais je voulais saluer aussi ce moment suspendu réalisé par Sandra, qui a vraiment du goût. Voilà, hop, j'ai failli perdre mon iPad. Je serais bien embêté, dites donc, pour vous montrer le reste. Alors, j'en ai plein à vous montrer des bonnes... Celle-là m'a bien fait rire aujourd'hui. Allez, on y va, on commence par celle-là. J'aime bien arrêter le micro-ondes à 1 seconde. Ça me donne l'impression de désamorcer une bombe et de sauver des vies. Je ne sais pas si vous le faites, vous. Moi, je le fais. J'aime bien arrêter à 1 seconde. Pas vraiment pour ça, mais parce que j'aime pas entendre la sonnerie. Tit, tit, tit. J'aime bien arrêter à 1 seconde. Mais j'essaie d'arrêter le plus tard possible, juste avant le 0. Je sais pas si vous le faites. C'est pour ça que ça m'a bien fait rire, celle-là. Et celle-là a été partagée par Marie-Madeleine. Merci à toi, Marie-Madeleine. Eh ouais, elle était sympa. Un autre que je voulais également partager, c'est là, c'est Adeline. Adeline qui me l'a signalé. Cendrillon est la preuve qu'une paire de chaussures peut changer une vie. Alors, il faut voir au-delà de ce qui est dit, hein. C'est vrai qu'un détail peut changer une vie. C'est-à-dire qu'un petit pas, c'est ce que j'y vois moi, peut changer une vie. Un petit pas répété. Ouais, il faut pas voir que la grande direction, c'est ça. Il faut voir aussi ces petites choses qui paraissent anodines, mais qui parfois peuvent changer complètement votre vie. Un détail, et vous partez dans une nouvelle direction. Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que j'en parle. Ça me touche personnellement. Alors, quoi d'autre? Pendant que vous vous installez... Ah, celle-là. Et il n'y a rien à dire. Regardez l'image. J'espère que vous allez rire, parce que moi, elle m'a plié, celle-là. Alors, attendez. Voilà, mais là, alors, voilà. Ici. Got it? Vous avez compris? Chargement 95%. La personne qui a trouvé ça est absolument géniale. L'idée est géniale. La pire sonnerie, c'est celle du Thermomix, Valérie. Ah, j'ai pas de Thermomix, donc je sais pas quel bruit ça fait, mais si tu le dis, ça doit être assez... Et c'est Hélène qui a partagé ça. Hélène. Merci à toi, Hélène, c'était super. C'est là, encore une dernière? Allez, encore une dernière. Elle est plus longue, celle-là. C'est une petite phrase. C'est Maribo qui a partagé ça. La citation du jour. Quand mes amis me manquent, je fais comme les échalotes, je les fais revenir au vin blanc. Ah, avec ça, hein, on passe une bonne journée avec ça. On a besoin de ces... Moi, je trouve, hein, ce qui est génial avec Facebook, c'est ces petites phrases. Et surtout l'humour et le wit, l'esprit que les gens peuvent avoir pour partager ces choses-là. Bon, il y en a d'autres. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je suis là. Oui, oh, ça fait déjà 9 minutes, donc je ne vais pas insister. Oui, le petit chat, il est beau, hein, Manon. Hein. Salut Lily, tu vas bien? Mais Lily, j'avais quelque chose à partager de toi. Ah non, c'est demain, Lily, c'est demain, oui. Attends, c'est bien ça? Oui, je crois que tu as un moment suspendu. Comme je ne peux pas mettre tous les moments suspendus en même temps, hein, sinon je ferais 20 minutes, pas 20 minutes, mais au moins 5-6 minutes de moments suspendus. Je les répartis sur la semaine parce qu'ils sont tous beaux et je veux surtout pas en manquer un seul. Voilà, c'est la raison. Alors voilà, c'est fini pour les petites blagues du jour. Et je crois que je voulais vous montrer autre chose. Bah non, c'est bon, on va y aller. On y va tout de suite. Et aujourd'hui, on va aller rencontrer un instituteur. Un instituteur qui habite Bamiyan. Bamiyan, je ne sais pas si je prononce bien, en Afghanistan. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit quelque chose, Bamiyan? À quoi ça vous fait penser? Peut-être à rien du tout. Dites-moi dans les commentaires à quoi vous fait penser Bamiyan. B-A-M-I-Y-A-N ou un truc comme ça, hein, je n'ai pas la bonne prononciation. Et on va rencontrer vraiment un instituteur très particulier ce soir et qui est un exemple et pour qui j'ai beaucoup de respect après avoir lu son histoire. Oui Lily, il y aura du suspense. Oh bah non, pas du suspense, hein, tu sais que ta photo est belle.
Parce que, bah oui, parce que c'est un moment suspendu. Vous faites vraiment des clichés magnifiques. J'en ai plein. Et on pourrait même sortir un bouquin juste avec les clichés des moments suspendus. C'est vraiment reposant de les regarder. Personne n'a d'idée sur. Alors attendez, sur ce que vous. Où est Bamiyan, ça vous dit rien? Non? D'accord. Eh ben c'est pas grave. Faut toujours demander, on sait jamais. Bamiyan, moi, quand je pense à Bamiyan, alors c'est peut-être moi, hein, c'est tout, je pense aux Bouddhas, les Bouddhas de Bamiyan. Vous savez, ceux qui ont été explosés, détruits par les talibans. C'est en Afghanistan, oui, j'aurais dû commencer par là. Bamiyan, c'est une ville d'Afghanistan qui se trouve au centre de l'Afghanistan. Et pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, hein, vous avez dû voir ces images il y a longtemps. Ça, c'était l'un des Bouddhas. En Afghanistan, oui, Manon. L'un des Bouddhas, le plus grand, il fait 53 mètres, il faisait 53 mètres de haut, c'était un truc protégé par l'UNESCO, etc. Et ça, c'est en 2001, après le passage des talibans qui l'ont détruit. Ils ont essayé de le détruire à coups d'artillerie, ils n'ont pas réussi. Ils ont mis des explosifs parce que, vous voyez, il est taillé dans la roche. Donc il a vraiment fallu couper toute la roche pour le détruire. C'est triste, c'est très triste, mais bon, c'est ce qui s'est passé en 2001. Et donc, c'est dans cette ville qu'on va rencontrer un instituteur. Un instituteur, donc Bamiyan. Bamiyan, c'est une ville du centre d'Afghanistan, vraiment au centre, dans une vallée, la vallée de Bamiyan, qui se trouve très haut perché. Cette ville se trouve à 2500 mètres d'altitude. Il y a à peu près 60 000 habitants. Et donc, c'est vraiment un coin où la vie est dure. Hein. C'est pas Saint-Tropez, c'est pas Montpellier où on était l'autre jour, mais c'est difficile. Et cet instituteur, il a quelque chose de particulier. Il adore les enfants, bien sûr, sinon il serait pas instit. Il ferait pas. Il s'appelle Saber Hosseini. Et ce qui l'attriste, parce qu'il faut savoir que depuis que les Américains ont quitté l'Afghanistan, les talibans reprennent du terrain. Et qu'est-ce que font les talibans? Vous savez, hein, ils ne sont pas des enfants de cœur. Ils n'ont pas envie que la femme soit libre. Ils n'ont pas envie que les enfants soient éduqués. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font fermer les écoles. En 2015, les talibans ont fait des attentats sur les écoles. Je ne savais pas ça, j'ai découvert. Cette histoire m'avait rendu malade. Oui, bah, tout le monde. Hein. Et on fait des attentats dans à peu près 130 attentats sur des écoles. 130 attentats sur des écoles. Et souvent avec des bicyclettes. Ils arrivent avec une bicyclette et hop, et ils mettent une bombe dedans et ils envoient la bicyclette et ils font exploser tout. C'est vraiment terrible. Et ils ont fait fermer 400 écoles dans la région de Saber Hosseini, qui est cet instituteur. Et cet instituteur, il veut se rebeller. Et cet instituteur, il dit non, je ne vais pas me laisser faire. Je ne sais pas si vous imaginez, on n'est pas en France, on ne va pas faire une petite manif avec une pancarte, à Paris, côté de République, etc. Non, on est en Afghanistan, au centre de l'Afghanistan, dans une région très difficile, à 2500 mètres d'altitude. Il a personne pour l'aider, il y a des talibans qui courent dans tous les sens, on ne sait pas trop où ils sont parce qu'ils viennent, ils repartent, etc. Ça, salut Wendell, je t'appelle Wendell, hein, je ne sais pas si on prononce comme ça en français, ça me fait plaisir que tu sois là en tout cas. Les attentats sur les écoles existent là-bas malheureusement depuis plusieurs années, j'en ai malheureusement été témoin. Ah, donc tu étais en Afghanistan, donc tu peux me confirmer cela. Salut Grégory. Et donc, Saber décide de se rebeller. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire contre les attentats? Pas grand-chose, les talibans circulent, ils reviennent, ils repartent, etc. Ils font peur, on a peur d'eux, etc. Alors, Saber décide qu'il peut peut-être au moins aider les enfants. Les enfants ont envie d'apprendre, garçons ou filles, ils ont envie d'apprendre. Mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et il s'est dit, mais et si je leur donnais des bouquins? Alors, ça paraît tout à fait banal en France de donner des livres à des enfants. Vous allez dans votre supermarché local et vous en achetez un ou deux ou trois ou quatre pour donner, c'est facile. Mais au centre de l'Afghanistan, et Wendell, tu pourrais confirmer, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de livres là-bas. Il n'y a pas de supermarché pour acheter des livres. C'est très difficile de se procurer des livres. Déjà, il ne sait pas où en avoir. Bon, après, il arrive à trouver un moyen. Il est instituteur, il a des relations, il arrive à réunir des bouquins. Il y a l'Iran qui est proche et qui peut l'aider. Et donc, bon, ça va. En plus, ça tombe bien parce que les Iraniens sont chiites. Lui, il est aussi chiite. Bon, il y a toutes ces histoires de religion en plus. Donc, ça permet d'échanger. Les talibans sont sunnites. Donc, alors ça va pas trop ensemble. Bref,
Le plus important, c'est qu'il arrive à trouver des bouquins, 200. Il réunit 200 bouquins. Maintenant, il faut les distribuer. Donc, le but, c'est pas de les distribuer dans la ville de Bamiyan, mais c'est de les distribuer dans les villages aux alentours. Eux qui n'ont accès à rien du tout, ni eau potable, ni électricité, rien du tout. Ils sont perdus, rappelez-vous, c'est dans une vallée à 2500 mètres d'altitude, il y a les montagnes autour. Comment on va faire? En voiture? Vous rêvez? D'abord, il n'a pas les moyens, et puis il n'y a pas vraiment de route. En moto? En moto, pourquoi pas? Ça serait encore peut-être un petit peu possible. Mais la moto, ça fait du bruit. On peut se faire repérer par les talibans et on devient une cible facile. Un sniper peut vous descendre facilement. Et il lui vient une idée. Il dit, je vais faire ça à bicyclette. Vous êtes comme moi? Mais il est fou. Et vous avez raison. Il est fou. Il est fou, Saber. Saber décide, en début d'année 2016, de partir avec une bicyclette et d'aller dans les villages aux alentours pour prêter ses livres. Il veut faire un système de librairie ambulante, en quelque sorte. Il va prêter les livres dans des villages, il note les noms, il récupère les livres et les donne à d'autres, etc. C'est de la folie. Ses amis l'encouragent pas trop, ils disent mais attention, avec les talibans qui rôdent, c'est extrêmement dangereux. Mais lui, il dit non, je veux vraiment aider ces enfants et je vais le faire. Et il le fait. Il part avec sa bicyclette, il met un panneau devant qui indique que c'est une librairie et il met une petite boîte derrière où il remplit de bouquins et il va dans les villages aux alentours. Il part comme ça, il pédale pendant des heures et quand on lui demande si c'est difficile, Saber dit c'est un petit peu difficile. Et s'il dit que c'est un petit peu difficile, vous pouvez me croire sur parole que ça doit être extrêmement difficile. Parce que le gars, quand même, il habite en Afghanistan, il est habitué au climat rude, il est habitué au froid, il a vécu ça, c'est dans ses gènes, c'est dans son ADN. Alors s'il dit que c'est difficile, imaginez pour nous. On ne serait peut-être même pas capable de le faire. Alors Saber, il y va. Il y va, il fait son chemin, et il part avec sa bicyclette. Le voilà, vous voyez, sa bicyclette, avec les bouquins qu'il met derrière, il y va, optimiste et tout, on fonce. Il part sur les chemins de terre et il y va. À chaque fois qu'il arrive dans un village, on se méfie. Parce que de loin, on ne sait pas si c'est un taliban qui arrive déguisé en professeur, en instit, avec une bombe. Alors on panique, mais lorsqu'on reconnaît Saber, tous les enfants accourent, ils sont joyeux, ils sont heureux. Saber distribue ses bouquins, etc., etc. Et il donne du bonheur à tous ses enfants dans les villages aux alentours de cette ville de Bamiyan. Et quel que soit le temps, rappelez-vous la hauteur des villages. C'est pas la Côte d'Azur. Voici un exemple, regardez. La neige ne l'arrête pas. Saber y va. Respect. Et ainsi, Saber permet aux enfants de ces contrées d'Afghanistan, du centre de l'Afghanistan, dans la vallée de Bamiyan et les alentours, de pouvoir lire. L'accès à la lecture est hyper important. Les enfants veulent lire. Ce sont les talibans qui empêchent les enfants d'être éduqués, bien sûr. Ce sont les talibans, ce sont les écoles qu'ils dynamitent, etc., pour pas que les enfants puissent s'éduquer. Regardez, quand il arrive au village, quand on l'a reconnu, tout le monde est heureux. Et tout le monde vient pour échanger des livres. Ce qui fait Saber aussi, c'est qu'il dit « Ok, je vous prête des livres, mais en échange, vous me donnez vos pistolets en plastique. » Parce que tous les enfants jouent avec des pistolets en plastique avant de jouer avec des vraies armes lorsqu'ils grandissent, malheureusement. Parce que l'Afghanistan, vous connaissez, depuis l'invasion de l'URSS, il y a eu guerre sur guerre sur guerre sur guerre. Ils ne connaissent que ça, les générations actuelles. Ils ne connaissent que la guerre. Donc, c'est triste. Mais Saber leur dit un truc vraiment intéressant. Il leur dit « J'échange vos armes en plastique contre des livres. » Et les enfants marchent. Hop, à chaque fois qu'il arrive dans un village, les garçons réunissent toutes leurs armes en plastique et échangent contre des bouquins, et ainsi de suite. Il transmet du bonheur, il transmet de l'éducation, il transmet de l'espoir, qui est très important. Et puis ça fait sourire, ça fait plaisir, et ça donne un renouveau, peut-être, pour certains villages d'Afghanistan qui n'ont accès à aucune éducation, aucune école, rien du tout en ce moment. Donc voilà, c'est l'homme que je voulais saluer aujourd'hui. C'est un homme qui nous inspire, parce que si lui, il n'a pas peur, et je croise les doigts pour qu'il n'y arrive rien, mais on ne sait jamais, on est en Afghanistan. Wendell, les Afghans sont des gens formidables, je vous conseille les cerfs-volants de Kaboul, de Khaled Hosseini. Ouais. J'ai eu la chance d'aller à Bamiyan. Le Japon reconstruit les statues si je ne me trompe pas. Alors, j'ai fait des recherches, Wendell.
Il voudrait reconstruire les statues, mais c'est extrêmement compliqué. Et pour l'instant, le projet est pas encore arrêté, hein. Ça se fait avec l'ONU, UN, etc. Donc ça fait, c'est pas encore au point. Mais j'espère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont en reconstruire une, mais pas les deux. Ils vont en laisser une vide pour montrer au monde l'effet de la destruction des talibans. Sandra, je regarderai le replay, hyper en retard ce soir. Et on parle de toi, Sandra, encore. Donc, grand respect pour Saber, dont on peut s'inspirer. Si Saber, avec sa simple bicyclette, peut amener des bouquins là-haut, dans les montagnes, dans les villages perdus, aux enfants, au péril de sa vie, qu'est-ce que nous, on peut faire? Quelle excuse on a? Quel petit problème on doit surmonter pour aider notre prochain? Je ne dis pas aller dans les montagnes, etc. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Mais vous pouvez faire quelque chose dans votre vie, vous pouvez faire du bien autour de vous. Moi, j'essaie d'en faire, vous essayez sûrement. Mais il ne faut pas se laisser noyer dans nos petits problèmes. Je le dis tous les jours et à chaque fois, et je le dirai toujours. Il y a des choses qui sont bien plus importantes dans la vie que de passer l'éducation, de transmettre le savoir. Et c'est ce que fait cet homme, Saber Hosseini, là-bas, à Bamiyan. J'espère qu'il pourra le faire longtemps. Maintenant, il voudrait créer des écoles également dans ces villages. Alors, c'est un projet à long terme. Il y a eu des fundraisers, des crowdfunding qui ont été faits. Il a recueilli de l'argent. Donc, maintenant, il a plus de 3000 bouquins. Donc, il fait ses tournées, etc. Et tout ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir continuer et que son exemple, il commence maintenant à essaimer, c'est-à-dire qu'il n'est plus le seul à prendre sa bicyclette. Et ça, c'est génial. C'est l'exemple que je voulais partager avec vous ce soir. Et ça m'inspire, j'espère que ça vous inspire aussi. On va se quitter avec la citation du jour. Alors on va changer complètement de monde. C'est un petit peu bizarre, vous allez être surpris parce qu'on va aller aux États-Unis. Et quand on connaît la relation des Américains avec l'histoire de l'Afghanistan et de cette zone où ils ont soutenu par exemple les talibans à un certain moment. Donc, mais bon. J'ai trouvé que la citation était bonne, et puis demain, c'est l'élection américaine. Il va falloir choisir entre Clinton et Trump. Et bon, même si le choix n'est pas Jojo, moi j'ai quand même préfère suivre ce qui est dit ici. Anger is not a plan. La colère, ce n'est pas un plan, ce n'est pas un objectif. Et c'est le leitmotiv de Clinton. C'est-à-dire que moi, si j'étais aux États-Unis, j'étais américain, je voterais pour elle. Je le dis très franchement, parce que je vous ai dit pour qui je voterais pour l'élection présidentielle l'année prochaine, en 2017. Pour l'instant, c'est néant. Mais ce qu'elle dit, anger is not a plan. La colère, ce n'est pas un plan d'action. C'est pas en étant en colère qu'on fait quelque chose. Et cette citation est valable pour nous aussi. Sous le coup de la colère, à la maison, on peut pas discuter tranquillement. La colère, parfois, est bonne pour enlever certains stress. Mais la colère n'est pas bonne à long terme, c'est pas un plan d'action. Donc, on se calme, on respire, on pense à Saber et on se dit que on peut faire plein de choses si on le veut vraiment et en restant calme. Je vais vous quitter. Non, c'est une émotion destructrice. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter. Merci en tout cas d'avoir été là. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ça sera le numéro 42 du Meilleur est à venir, avec une autre histoire qui, j'espère, vous inspirera, vous donnera peut-être des idées, ou au moins vous apportera du baume au cœur pour passer une nouvelle journée et avancer dans vos propres plans, dans vos propres actions. Attention, sans être en colère. Parce que quand on est guidé par la colère, on va nulle part et on ne fait que des bêtises. Allez, bonne soirée. Merci. À demain.